côté. Bon, il paraît que les gens n'ont pas compris le cours d'hier, alors ils vont le refaire. Non. D'accord. Donc, il va continuer, en fait, avec toujours autant de plaisir de pouvoir l'écouter. La parole. Merci. C'est très très désagréable quand on est installé dans une salle et qu'on entend le conférencier précédent présenter tout ce qu'on comptait présenter. Alors au début on a des idées de meurtre, et puis finalement assez vite on se dit dans le fond comme ça c'est pas vite. Donc je suis de nouveau paisible. Bon, j'irai vite sur certains trucs, vous avez déjà vu. Sur certains malgré tout, je dirais 2-3 mots parce que moi j'aime bien présenter la diffraction en termes de rayonnement quel qu'il soit. On compare les trois rayonnements et on s'aperçoit qu'ils sont admirablement complémentaires. Et puis il y a des petits points de physique qui sont, à mon sens, essentiels pour finalement bien mettre les choses en place. Donc c'est un petit peu l'idée de ce cours, mais encore une fois, vous allez voir des slides que vous avez déjà vus un grand nombre de fois. Bon, alors, le but évidemment, c'est l'exploration de la matière au niveau atomique. Alors, on va utiliser l'interaction d'un rayonnement avec de la matière, et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les expériences pour lesquelles il y aura eu diffusion du rayonnement. Dire qu'il y a diffusion du rayonnement, ça veut dire que si on a une direction incidente, après interaction, on ne voyage pas nécessairement selon la même direction. On peut explorer d'autres directions. Donc c'est ce qu'on appelle la diffusion en général. Et on va s'intéresser à deux choses. À la géométrie de la diffraction et aux intensités diffractées, comme vous l'avez vu à l'instant. Alors la géométrie de la diffraction, eh bien évidemment, dès lors que l'on parle uniquement de cristaux possédant l'invariance par translation, ayant donc un réseau direct, un réseau réciproque leur est associé. Et ce qui est extraordinairement important, qu'il faut toujours retenir, c'est que la géométrie de la diffraction est totalement indépendante de la nature du rayonnement. C'est la même chose pour les trois rayonnements. Ce qui est différent, bien sûr, c'est la manière dont on réalise l'acquisition de l'information. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Bon, par contre, les intensités diffractées, ce n'est pas la même chose. Les électrons se distinguent par rapport aux X et aux neutrons, mais c'est pas bien méchant, on arrive à s'en sortir quand même. Alors donc, j'envoie une onde sur de la matière, l'interaction se traduit par une modification simultanée du rayonnement et de l'onde. Vous avez ici une onde incidente sphérique qui interagit avec un atome. Il y a un certain nombre de phénomènes physiques d'interaction qui existent entre cette onde et l'atome. Et puis, bien sûr, des ondes secondaires sont émises après l'interaction par l'atome. Alors ça nous intéresse. Hein. On va s'intéresser à la nature d'interaction. On va s'intéresser à la géométrie de l'expérience, ça va être fait. Et on va aussi s'intéresser à l'organisation de l'objet qui est irradié. Comment ça se présente. Bon, alors, que dire aussi? C'est qu'évidemment, il y a de l'absorption. Absorption. Bon, c'est clair qu'une partie du rayonnement ne traverse pas le matériau. Hein. Ici, vous voyez la lumière du jour derrière les vitres, vous ne la voyez pas derrière les murs. Bon, l'épaisseur de la matière est trop grande pour que ça puisse se repérer. Bon, on en tiendra compte, évidemment, on est obligé, mais on met ça de côté avec une exponentielle décroissante, on élimine cette partie de l'interaction. Nous, ce qui nous intéresse, je vous l'ai dit, c'est la diffusion. Diffusion, c'est modification de la direction de propagation du rayonnement, mais on peut avoir deux types de diffusion. On peut avoir une diffusion élastique et une diffusion inélastique. Alors la diffusion élastique, c'est quand il n'y a pas d'échange d'énergie entre le rayonnement et le matériau, ou que l'échange d'énergie delta E sur E est très petit. Bon. Et ça, c'est extraordinairement important parce que dans ces cas-là, on va être dans des conditions de diffusion cohérente. Si l'échantillon constitue l'atome, tous les atomes vont réagir de la même manière vis-à-vis du rayonnement. Alors de la même manière, ça veut dire même type d'interaction, mais évidemment, si les atomes sont de nature chimique différente, l'amplitude des phénomènes sera différente.
Mais ça, c'est donc essentiel. Tous les atomes fonctionnent vis-à-vis du rayonnement de la même manière. Et de ce fait, quand on regarde la contribution totale de l'objet irradié, eh bien, on fait une somme des contributions individuelles des atomes, mais on fait une somme des amplitudes qu'ils auront diffusées. On est dans des conditions cohérentes, on somme des amplitudes, c'est ce que vous avez vu précédemment. Il y a des différences de chemin optique à prendre en compte dès lors qu'on a localisé un atome sur une origine et que les autres atomes sont distribués ailleurs. Voilà. Et c'est cette diffusion cohérente qui conduit à des reconstructions de type interférentiel, c'est-à-dire à des renforcements ou au contraire à des annihilations de l'intensité diffusée. Et puis il y a aussi des interactions inélastiques. Donc là il y a un transfert d'énergie entre le rayonnement et la matière, et ça se produit de manière aléatoire. Ça arrive ou ça n'arrive pas sur tel atome. 30 secondes après, ça arrivera sur l'atome. Mais comme ça se produit de manière aléatoire sur tous les atomes, eh bien, l'émission n'est pas cohérente, elle est incohérente. Et quand on regarde la contribution totale venant de tous les atomes de l'échantillon, eh bien, on ne peut pas faire une somme d'amplitude, on est obligé de faire une somme des intensités qui ont été diffusées individuellement par chaque atome. Et si on fait une somme d'intensité, il n'y a plus de phénomène interférentiel possible. Donc, on n'a aucune direction privilégiée. Alors, bien sûr, c'est une partie très importante du travail qui peut être fait là-dessus, parce que, étant donné qu'on a des atomes, que les atomes sont quantifiés, eh bien, les transferts d'énergie venant du rayonnement vers les atomes ne seront pas quelconques, qui correspondront à des delta E caractéristiques des atomes, et on voit toutes les possibilités analytiques qui sont associées à ce type d'interaction. En microscopie électronique, c'est vrai que ça fait grandement partie des techniques de base. On fait de l'analyse chimique. Alors, diffusion, c'est-à-dire variation de la direction de propagation du rayonnement, eh bien, il y a deux cas de figure. Le cas où il y a des variations discrètes d'une direction de propagation, et là on parle de diffraction, et puis le cas où il n'y a pas de variation discrète, mais au contraire, une variation continue, qui varie bien sûr selon l'angle, mais de manière continue, et on parle de diffusion diffuse. Alors, une des choses essentielles à dire dès le début, c'est quelle est la distance pertinente de notre interaction dans l'échantillon. Eh bien, on voit un rayonnement qui interagit avec les atomes, donc la distance pertinente, c'est la distance entre atomes. Donc on voit typiquement une fraction de nanomètre, c'est tout petit. Et ça va avoir des conséquences énormes dans la suite des opérations. Alors, trois rayonnements sont bons candidats, les X, un rayonnement ondulatoire, et puis deux rayonnements corpusculaires, les électrons et les neutrons. Bon. Nature d'interaction élastique avec le rayonnement. Alors ça vient d'être dit. Hein. Les photons X, qu'est-ce qu'ils voient? La densité électronique. Les électrons, eux, ils voient tout le monde. Ils voient aussi bien les protons que les électrons. Ce sont des forces coulombiennes qui interviennent entre particules chargées. Donc, ils voient le pouvoir de diffusion de l'objet est repéré par son potentiel électrostatique. Bien sûr, le potentiel électrostatique comprend la densité électronique et les charges protoniques localisées sur les nœuds. Donc, il existe une relation entre les facteurs atomiques de diffusion pour les X et pour les électrons. Les neutrons, les neutrons, c'est toujours pas, hein, on n'est pas capable d'écrire la physique de l'interaction. On sait simplement que c'est une interaction à très courte portée, hein, lors des dimensions du noyau. Donc, un atome pour un neutron, c'est un point, c'est un pic de Dirac localisé en un point. Alors, pouvoir de diffusion, on ne peut pas le calculer, mais par contre, on peut le mesurer. Donc, ici, on dispose de valeurs mesurées. Donc, voilà comment ça fonctionne, voilà de quelle manière l'échantillon sera vu par les trois rayonnements. Et ce qu'on peut dire encore, c'est que les interactions sont faibles pour le cas des X et des neutrons, alors qu'au contraire, elles sont très fortes pour le cas des électrons.
ça va avoir des conséquences. Les X et les neutrons fonctionnent de la même manière. Les électrons se singularisent, mais uniquement à partir du moment où on cherche à calculer les intensités. Et puis j'ai oublié de noter ici sur ce transparent que on est dans un domaine de haute énergie pour les photons et pour les électrons. On est dans un domaine de basse énergie pour les neutrons. Ça veut dire que si par exemple vous voulez étudier les spectres de phonons, hein, c'est peu énergétique, ben vous avez intérêt à travailler aux neutrons, parce que si vous travaillez sur des X, les delta E sur E seront tout petits. Donc, vous voyez que les rayonnements fonctionnent tantôt avec l'un avec l'autre, mais ça pose pas de problème. Alors, tout ça, c'est pour faire une petite réflexion générale que j'aime bien faire. Qu'est-ce qu'un cristal, dans le fond? Alors, vous avez le cristal des cristallographes. Vous représentez ça par des boules de taille et de couleurs différentes dans une boîte. C'est très pratique, on le fait tous, mais personne n'a vu un cristal comme ça. Un cristal, on le voit comment? On le voit à travers une expérience. C'est-à-dire qu'on l'éclaire par un certain rayonnement, il se produit une certaine interaction, et nous, ce qu'on voit, c'est l'ombre, entre guillemets, du cristal éclairé par un certain rayonnement. Alors ça, c'est tout à fait la caverne du regretté Platon. Les prisonniers qui, adossés aux parois d'une caverne, ne voyaient que la paroi qui était face à l'ouverture, ne voyaient du monde extérieur que l'ombre qui était projetée sur cette paroi par le soleil ou par des torches. Donc ils ne voyaient jamais l'objet, mais son ombre, et l'ombre était différente selon qu'on avait le soleil au zénith, ou au contraire un clair de lune ou des torches. C'est pareil, on ne voit jamais le cristal qu'on aime bien présenter, on ne le voit qu'à travers une interaction, et ça a des conséquences. Bon, je dirais un tout petit mot sur mes chers électrons à un moment donné, pour vous montrer à quel point ça peut avoir des conséquences considérables, cette notion d'ombre qui est vue. Bon, alors, l'objet est un atome, je vais vite maintenant. Vous l'avez vu, le facteur atomique de diffusion, c'est tout simplement la transformée de Fourier de notre densité électronique. Pour les électrons, c'est la transformée de Fourier du potentiel électrostatique. Pour les neutrons, c'est une valeur. C'est une valeur qui, par chance, ne dépend pas de l'angle de diffusion. L'atome diffuse de façon égale dans toutes les directions de l'espace. Mais alors, tout de suite, vous voyez, j'ai fait quelque chose. Bon, je ne m'en vante pas, mais je suis parti avec cette transformée de Fourier. Brutalement, je vous ai imposé ça. Et qui me dit que j'ai le droit de faire ça? Je ne l'ai pas justifié. Alors, donc, on regarde dans un coin de sa tête. On va voir un peu plus tard comment on va justifier les choses. Donc, encore une fois, faible interaction, forte interaction. Alors, faible interaction, eh bien, ça va conduire à la théorie cinématique, qui va nous permettre de remonter aux intensités. Forte interaction, ça va conduire à une théorie dynamique. C'est une étape suivante qui est à faire, mais qu'on peut parfaitement introduire en disant, après tout, notre cristal, je le découpe en petites tranches, et je dis que je suis cinématique à l'intérieur de chaque tranche. Eh bien, on engendre de cette manière les équations dynamiques, en tout cas la bonne forme des équations dynamiques sans problème. Rassurez-vous, je ne compte pas vous le faire, ça sort du contexte, mais c'est juste pour présenter les choses. Alors regardez ici, vous avez les facteurs atomiques de diffusion en fonction de l'angle de diffusion. Vous remarquerez que pour les électrons, j'ai divisé par 10 000 les valeurs. Donc on voit bien la considérable différence, 4 ordres de grandeur de force de l'interaction entre les électrons et la matière par rapport aux neutrons et aux rayons X. Bon, ça, ce sont des valeurs numériques, elles ne méritent pas qu'on s'y attarde. Bon, alors donc, quand on s'intéresse au problème de diffraction des cristaux, eh bien, on a la première approche cinématique et à laquelle on va stopper, parce que pour les X, c'est la théorie qui marche, pas la peine d'aller plus loin, même s'il y a un certain nombre de choses qui se font en théorie dynamique des électrons, mais c'est un autre domaine. Et la théorie cinématique, elle va être valable, comme je l'ai déjà dit, pour les X et les neutrons et pour les électrons, et elle va complètement traiter la géométrie de la diffraction. En plus, elle va traiter les intensités diffusées pour les X et les neutrons. Par contre, si on veut les connaître pour les électrons, je l'ai déjà dit, il faut aller un peu plus loin et faire de la théorie dynamique.
Alors, donc, j'ai un cristal qui reçoit une onde incidente. Chaque atome va diffuser. Ah, il diffuse une onde sphérique, l'atome. Hein. Lui, il n'a pas de direction préférentielle. Évidemment, ça s'affaiblit quand on s'éloigne de la direction transmise, qui est la suite de la direction incidente. Mais ce sont des ondes sphériques. Eh bien, c'est la composition de toutes ces ondes sphériques diffusées par les atomes qui vont conduire et examiner des ondes planes diffractées. Mais là encore, je ne vais pas bien justifier les choses, je vais le faire un peu plus tard. Bon, je ne vais pas reprendre la méthode de Laoué, qui était traitée avant. Hein. Moi, j'aime bien cette méthode parce qu'elle permet d'introduire le réseau réciproque de manière totalement naturelle. Hein. Les conditions de diffraction font que, eh bien, ma foi, le vecteur de diffraction, c'est-à-dire la différence entre le vecteur dans lequel on examine quelque chose et le vecteur incident, eh bien, ce vecteur de diffraction doit être un vecteur d'un réseau qu'on invente pour l'occasion, qui est le réseau réciproque. Hein. Bon, donc ça a déjà été fait. Alors, le cristal, il est invariant par translation, c'est ce qui permet de définir un réseau direct. Toute propriété du cristal possède la même symétrie, hein, celle d'un sous-groupe, hein, c'est possible, mais c'est une fonction périodique, et une fonction périodique peut se développer en série de Fourier au nœud du réseau réciproque. Donc c'est très commode d'écrire les choses de cette manière. Donc vous voyez, j'ai une fonction périodique qui caractérise mon échantillon. Si je développe cette fonction périodique en série de Fourier, je fais de l'analyse de Fourier. Et ce qu'il faut, c'est évidemment déterminer les coefficients de la série de Fourier. Mais maintenant, si mon expérience conduit à un résultat dont je peux attribuer des contributions à chaque nœud du réseau réciproque, pour revenir à mon échantillon qui est ce qui m'intéresse, je vais faire une synthèse, c'est-à-dire je vais faire moi-même cette somme pour remonter à la fonction. Donc analyse, on trouve les coefficients, synthèse, connaissant des data numériques, on remonte à la fonction. Et vous allez voir sur quelques petits exemples qu'il y a des choses à dire. Méthode de Bragg, évidemment je ne vais pas le faire. Simplement, il y a un tout petit truc qu'il faut regarder rapidement. Hein, c'est, bon, j'ai ici une loi de Bragg qui fait intervenir les distances entre plan réticulaire, l'angle de diffraction et la longueur d'onde. Bon, donc, sinus θ est égal à lambda sur 2 fois d de HKL, et un sinus, il est toujours inférieur à 1. Donc, lambda sur 2d de HKL est toujours inférieur à 1. Ça veut dire que lambda est toujours inférieur à 2d de HKL. Donc si vous voulez explorer de façon discrète la matière, eh ben, la longueur d'onde doit être notre cristal, son origine, l'origine du réseau incident, la sphère ici que je trace et dont le rayon est égal au module du vecteur K0, eh ben, il y a diffraction quand j'intercepte un nœud de la sphère des bandes. Alors on peut tout de suite immédiatement retrouver les conditions de Bragg à partir de cette construction. J'en dis pas plus pour l'instant. Par contre, je vous montre ce qui se passe en prenant les bons ordres de grandeur pour un cristal qui est le même dans les deux cas de figure, hein, le même réseau direct, donc le même pas du réseau réciproque. Eh bien, si on travaille avec des neutrons et avec des photons X, dont les longueurs d'onde, vous voyez, sont uniquement dans ces intervalles, eh bien, on a un rayon de sphère déval qui est de l'ordre de grandeur du distance inter-nœud du réseau réciproque. C'est du même ordre de grandeur. Par contre, aux électrons, vous voyez que la longueur d'onde est beaucoup plus petite. Et donc, le rayon de la sphère déval, qui est l'inverse de la longueur d'onde, est gigantesque. La sphère déval, elle est toute plate. Eh bien, c'est pas pour autant qu'on a plus de chances d'avoir de la diffraction. Dans ce cas-là, hein, quand on met un échantillon sous un rayonnement, eh bien, normalement, on n'a rien, on n'a aucune diffraction, parce que, comme moi-même vous a montré, c'est difficile de se mettre dans des conditions de diffraction, il faut forcer le cristal à le faire. Ben, c'est pas parce que la sphère est plate que c'est plus facile. Mais les électrons sont très malins, et il y a une raison qui va nous permettre de nous en tirer par la suite. Ce qui est important aussi, c'est de dire que dans les cas de diffraction, vous voyez que c'est très improbable d'avoir plusieurs nœuds du réseau réciproque
interceptés par la même sphère de Wald. En général, on n'a qu'un seul nœud, c'est-à-dire qu'on a un faisceau incident qui conduit à un faisceau transmis dans la direction du faisceau incident et un seul faisceau diffracté. Et l'interaction est faible. Ben, ce sont les conditions qui nous permettent de définir ce qu'on appelle les conditions cinématiques de la diffraction. Donc, pour continuer, j'ai un objet que je décris par une fonction de transmission. La fonction de transmission, c'est tout simplement ce qui est vu de l'objet par le rayonnement, mais je fais ça sans la singulariser au début. Ça dépend du rayonnement, de la nature de l'interaction. Et ma foi, l'objet, ben, ça va être un atome, un cristal, ou un arrangement apériodique, ou un amorphe. Bref, on a toutes les possibilités. Pour les photons X, la densité électronique, c'est la nature de l'interaction. Évidemment, elle est périodique, elle a la même période que le cristal. Donc, elle est décomposable en série de Fourier. Alors, voilà, là, on commence à aborder des choses essentielles qui nous semblent totalement naturelles et qui ne sont pas complètement. Pourquoi les choses se font de cette manière? Pourquoi la transformée du regretté Fourier est utilisée à ce point-là? C'est pour une raison qui est toute bête, toute simple, qui est, je vous l'ai dit tout à l'heure, la distance pertinente dans l'objet pour l'interaction, c'est la distance interatomique. Donc, 1 à 2 angstroms. Dans tous les cas expérimentaux, la source, elle est à quelques centimètres ou à quelques dizaines de centimètres, elle est à l'infini. L'observation est à quelques centimètres ou à quelques dizaines de centimètres, il est aussi à l'infini par rapport à la distance pertinente. Et notre brave source qui est à l'infini et qui a émis une source, qui a émis une onde sphérique, eh bien ce qui arrive sur l'échantillon, c'est l'onde plane asymptotique de l'onde sphérique qui a été émise parce qu'on est à des distances infinies. Donc ce qui arrive sur l'échantillon, c'est une onde plane exponentielle 2πk scalaire R. Et ça conditionne toute la suite. Hein. Alors pour les électrons, on a une approche d'optique physique qui a été dérivée par John Tolley, où là, on n'est pas dans cette approximation-là parce qu'on regarde à de toutes petites distances. Donc il faut tenir compte des choses qui correspondent à la réalité. Bon, alors donc, diffraction cinématique, l'illumination est cohérente, c'est une onde plane, la diffraction est élastique, pas d'échange d'énergie, je suis dans des conditions donc parfaitement cohérentes, la diffraction est simple, c'est-à-dire qu'il y a un seul faisceau diffracté, une seule direction qui est excitée, et en plus, l'intensité diffusée est faible par rapport à l'intensité transmise. On est dans des conditions de diffraction infinie, de Fraunhofer, on est donc dans des conditions cinématiques. Donc j'ai une onde plane, j'ai le droit maintenant, avec un vecteur K0, ça arrive sur un échantillon, il y a une origine, et puis j'ai un point courant, le point M, qui est repéré par un vecteur petit r. Je regarde dans une direction K, mais comme je suis à l'infini, hein, en fin de compte, K, vous voyez qu'il y a un certain angle, ce n'est que parce que je suis à l'infini, dans les conditions de l'infini, que je peux considérer que tous les faisceaux issus de tous les points de l'objet peuvent être, pour leur partie diffractée, repérés par un vecteur K. En microscopie électronique, c'est pas tout à fait ça, puisqu'on met des lentilles. Donc deux faisceaux parallèles convergent au même point du plan focal arrière, et on a les conditions de la diffraction à l'infini dans le plan focal. Par contre, pour la diffraction des X, ben, on regarde à une distance qui est finie, mais qui est tellement grande par rapport à la distance interatomique qu'on peut faire cette approximation. Donc j'ai une seule direction de diffraction à considérer. Ce que je vais faire ne dépend pas de la nature du rayonnement. Alors vous voyez, Mohamed l'a fait, je ne vais pas le refaire, il y a une différence de chemin optique. Si je prends ici mon front d'onde, mon onde plane, elle arrive en haut avant d'arriver en M, et puis le chemin est plus court quand on part de M pour aller à haut. Donc je regarde la différence de marche, je l'exprime en différence de phase, j'écris que le vecteur K moins K0, le vecteur Q est un vecteur, et le vecteur de diffusion. Et bien ça c'est donc une contribution qui est D3RF2R exponentielle de l'IPQ scalaire R,
Et comme je m'intéresse à tout l'objet, je somme sur mon objet. Et là, c'est le miracle. C'est le miracle. On voit que l'information en diffraction à l'infini, ça n'est rien d'autre que la transformée de Fourier de la fonction d'interaction entre le rayonnement et l'objet. Mais vous voyez, si j'ai pu faire ça, c'est parce que j'ai un exponentiel de multiplicateur, donc j'ai une onde plane incidente. Sinon, on pouvait le faire aussi, mais c'est pas aussi simple. Donc, ma foi, faire une expérience de diffraction, c'est faire une analyse de Fourier. Voilà. Bon, alors c'est ce qu'on fait. Donc j'ai un cristal inconnu, dans l'espace réciproque ou de Fourier, si vous voulez, j'ai une information en diffraction, et puis à partir de l'information en diffraction, je suis extrêmement content. Il suffit de faire une transformée de Fourier inverse pour remonter au cristal, synthèse de Fourier, vous voyez ici, avec f-1. Alors tout de suite, malgré tout, un petit bémol, on n'explore pas un espace de Fourier infini. On est limité. Hein. Vous l'avez vu avec les commentaires qui ont été faits sur la sphère d'Evald. Donc on n'explore pas un espace infini. Bon, on va dire que c'est le cas, c'est pas très gênant, c'est pas dramatique. Ça veut dire que la résolution, elle est donnée par la plus grande distance de l'espace de Fourier qu'on aura exploré. Hein, c'est tout. Mais là, par contre, il y a un truc qui est beaucoup plus grave, qui vous avait été déjà dit, et c'est probablement ça qui a conduit tellement de cristallographes à la boisson dans les années 20, c'est qu'on a fait une mesure. On a fait une mesure. Ce que j'écris ici, c'est vrai, mais c'est vrai si on travaille sur les amplitudes diffractées. Alors malheureusement, on fait une mesure, on prend les intensités, on a perdu la phase, et j'ai failli te tuer quand j'ai vu que tu montrais les deux prix Nobel, parce que je comptais vous la montrer aussi. Et là, ça montrerai quand même. Voilà. Donc c'est un problème très très grave. Mais si vous voulez, il y a un truc que moi j'aime beaucoup faire, c'est faire moi-même des expériences de diffraction sur mon ordinateur. Parce que comme ça, on comprend bien la correspondance qu'il y a entre l'espace direct et l'espace de Fourier. Alors pour ça, bah, c'est facile. Hein. Il suffit d'avoir un objet, de le numériser, et puis avec un programme de trace Fourier transform, on obtient son spectre de puissance. Donc sur l'écran de l'ordinateur, on voit son diagramme de diffraction. Mais bien sûr, on a perdu la phase, puisque c'est un diagramme de diffraction. Certes, on l'a perdu, on a fait une expérience. Seulement, pour chaque pixel dans la mémoire de l'ordinateur, bah, l'information amplitude et phase, elle existe toujours. Et ça, c'est complètement bonnard, parce que ça veut dire que si maintenant, on veut faire de la synthèse de Fourier, c'est-à-dire sélectionner un certain nombre de diffractions ou de volumes dans l'espace d'air dans l'espace de Fourier, on peut effectivement travailler par Fourier inverse sur les amplitudes complexes. L'ordinateur, lui, ne les a pas perdues. Dans l'expérience avec les X et les neutrons, les électrons, vous la perdez hein, quand vous avez les intensités. Par contre, quand vous faites ça par un calcul, vous conservez cette information, et donc on peut faire de l'analyse de Fourier et voir ce que ça donne. Alors on peut mettre des masques hein, pour prendre que certaines contributions et voir ce que ça donne. Il faut être très prudent parce qu'on peut faire d'énormes bêtises, étant donné que la première chose qu'on verra, c'est la contribution du masque. Donc il faut faire très attention. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors là j'ai un point, c'est un atome. Bon. Quelle est la contribution de diffraction? Donc le spectre de puissance d'un atome, ben, vous voyez que c'est ici une fonction d'Héry. Hein. C'est la fonction oscillante dont Noël a parlé tout à l'heure. Hein. Bon, sauf que là, on est dans le plan, donc elle a tourné de 360 degrés. Donc j'ai un maxima, et puis deux maxima secondaires. Voilà, un atome va diffuser la lumière, et c'est une onde sphérique, on est à 2 dimensions. Maintenant, si je mets un deuxième atome, ben, ils contribuent tous les deux. Mais évidemment, il y aura une différence de marge entre les contributions de ces deux atomes, et vous voyez que je vais avoir exactement la même figure que précédemment, contribution d'un atome, le deuxième est identique, mais cette figure est modulée par le phénomène interférentiel qui se produit entre ces deux atomes, et donc vous avez des maxima ici qui apparaissent
sur cette figure. Alors, ça se montre très facilement en utilisant le petit formalisme avec les fonctions de Dirac. Hein. Quand j'ai ici un objet, un atome, c'est f de r. Si j'en ai deux, c'est f de r plus f de r, convolué par delta de r moins d, où d est la distance. Bon, et bien, quand on passe dans l'espace de Fourier en faisant une transformation de Fourier, hein, la transformation de Fourier du delta, c'est une exponentielle. Ici, un produit de convolution donne un produit simple. Voilà ce que l'on a. F de Q égale F de Q plus F de Q, exponentielle moins 2i pi Q d. F de Q, c'est la contribution d'un atome. Je le mets en facteur. Je prends le module au carré. Mon exponentielle me fera apparaître un cosinus. Et ce sont bien ces variations sinusoïdales ou cosinusoïdales que j'observe. Si maintenant, je prends deux atomes, enfin deux objets un peu plus éloignés, ben évidemment, j'ai une modulation de période plus petite. Hein, mais c'est toujours la même chose. Maintenant, je prends trois individus, et je m'aperçois d'un truc qu'on a dit plusieurs fois quand on a parlé des groupes de Laouré. Hein, eh bien, la diffraction, elle est centrosymétrique. Pour tout G, j'ai un spot moins G de même intensité. Alors qu'ici, mes trois points étant disposés au sommet d'un triangle équilatéral, il n'y a pas de centre d'inversion. Donc un cristal qui n'a pas de centre d'inversion vous donne une diffraction qui est malgré tout centrée, sauf si on se met dans des conditions d'absorption anomale, ou sauf si on travaille aux électrons, où l'interaction dynamique va nous permettre de nous en sortir. Exemple de ce qui a été aussi présenté tout à l'heure. Hein. Voilà un cristal, c'est pas très beau en projection, c'est beaucoup plus beau sur le papier. Il y a une espèce de moiré qui apparaît. Voilà un cristal maille carré. Il est grand, mon cristal. Allez, il est infini. Effectivement, ici, on a des nœuds sur un réseau réciproque carré qui apparaissent bien localisés. Bon, je ne vous cacherai pas qu'on peut truander pas mal les choses avec le contraste et l'intensité pour obtenir ce qu'on souhaite. Mais non, c'est quand même pas, c'est pas tout à fait faux. Mais c'est sûr que c'est pas un cristal infini, ça. Bon, maintenant, vous voyez, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris un cristal de même périodicité, le même, hein, mais je l'ai pris de dimension finie et sous forme d'un cercle. Eh bien, qu'est-ce que vous constatez? Vous avez le même réseau que précédemment, mais chaque nœud a été convolué par la transformation du Fourier d'un cercle, ce qui marque les limites de votre échantillon. Donc, on a ce qu'on appelle un domaine de diffraction et on le distribue sur chacun des nœuds. Et puis, si maintenant j'ai un échantillon qui a une faible épaisseur par rapport à une grande longueur, eh bien, c'est la même chose. Je vais convoluer chacun des nœuds du réciproque par la transformée de Fourier de la forme de mon échantillon. Quand j'ai une petite dimension, j'ai un étalement. Quand j'ai une grande dimension, au contraire, j'ai un resserrement. Donc, apparaissent des bâtonnets qui sont convolués sur tous les nœuds du réseau réciproque. Eh bien, dans le cas de la diffraction des électrons, on est dans ce cas-là, et ça a des conséquences absolument considérables. Regardez encore des propriétés classiques. Hein. Si on fait une translation dans l'espace direct, on fait un déphasage dans l'espace de Fourier. Bon, ben ici j'ai un objet, voilà son spectre de Fourier, j'ai translaté l'objet de cette distance, voilà son spectre de Fourier, c'est le même spectre, bien sûr, le déphasage en prenant l'intensité à gicler, et c'est normal que je retrouve la même chose. Néanmoins, les gens de la diffraction, vous êtes quand même, si je peux me permettre de vous le dire aussi brutalement, de sacrés vénards. Parce que vous êtes capable de donner des structures avec pas mal de chiffres après la virgule, et l'unité dans l'angstrom, c'est impressionnant, alors qu'en fait, un cristal, c'est bourré de défauts. Hein. J'ai déjà dit dans mon cours d'hier, c'est absolument bourré de défauts. Mais la chance que vous avez, c'est que la technique de diffraction, c'est une technique qui fait une moyenne. Et la moyenne est faite sur le volume irradié. Et dès l'instant que les défauts sont répartis de manière aléatoire, ah ben, ma foi, on obtient la maille moyenne, qui est une maille tout à fait parfaite. Alors regardez, ici, on est parti d'un réseau carré. Hein, et puis on a déplacé de manière aléatoire chacun des nœuds de jusqu'à 0,5 petit a et 0,5 petit b en tirant au sort à chaque fois. Franchement, quand on regarde ça, on n'a pas l'impression d'un cristal. Eh bien, quand on regarde son cliché de diffraction, son spectre de puissance, alors il faut
Bon, il faut aller dans mon sens, hein, parce que c'est pas forcément très trivial sur l'exemple que je vous ai montré, mais vous allez retrouver malgré tout des nœuds qui sont renforcés et qui correspondent au réseau réciproque d'un cristal parfait de maille carrée. Hein. Donc même pour un individu qui est bourré de fautes, on peut obtenir en moyenne une information de très haute qualité sur le cristal idéal. Et comme le cristal idéal, personne n'ira le voir, bon, bah c'est satisfaisant. Hein. Alors bien sûr, il y a des écarts à ça. Hein. Par exemple, si vous avez une texture dans un échantillon, vous allez renforcer certaines intensités au détriment d'autres, bah, c'est normal, vous avez une orientation préférentielle. Alors j'ai quand même, si je vais dire, ça m'a beaucoup amusé, Gilles Vallès qui nous a fait notre première structure sur des poudres en créant qu'il y ait justement des orientations préférentielles, à mélanger la poudre d'un ruthénium niobium avec de la chicorée. Il paraît que c'est miraculeux. Tu connaissais ça? Bon, bah, la chicorée, on peut peut-être essayer avec du café, on peut comme ça. Du thé à la menthe. Hein? Du thé à la menthe. Oui, si tu veux, mais il faut de la poudre. Hein, quand même. Bon. Alors ça, voyez-vous, c'est une distribution aléatoire de petits atomes, de petits points. Eh ben, j'ai une diffusion diffuse, bien sûr, aucune direction privilégiée, donc ça marche bien. Ça aussi, c'est important, cette série. Vous avez un brave homme qui a été méchant une partie de sa vie, qui est maintenant au bagne, et qui a un costume à rayures. Alors, costume à rayures, pourquoi? Bah, évidemment, parce qu'il y a une périodicité. Donc, ça fait plaisir. Donc, voilà ce petit bonhomme. Voilà son spectre de Fourier. Son diagramme de diffraction. Alors, qu'est-ce que je remarque? Ben, je remarque une distribution qui est étalée dans l'espace de Fourier. Hein. Je ne dois pas parler ici de réseau réciproque, mais d'espace réciproque. Et mais je remarque aussi qu'il y a une périodicité qui apparaît dans l'espace de Fourier. Bon, la périodicité, c'est simple. Hein. Il y a un costume à rayures ici, donc ça correspond à plus G moins G des périodes de ces rayures. Vous voyez que le petit bonhomme, il est plus haut que large. Hein. Eh bien, la diffusion diffuse qui lui correspond, parce que lui, il a une forme quelconque. Hein. Il a des poils de barbe, il a des tas de petits il a des yeux aussi, il a un air un peu bovin, mais enfin, ça, c'est pas grave. Eh bien, tout ça contribue à sa figure de diffraction. Vous voyez que la figure de diffraction, elle est plutôt étalée horizontalement que verticalement. C'est normal, hein, puisqu'il est petite dimension horizontalement, grande dimension verticalement. C'est l'inverse dans l'espace de Fourier. Donc, maintenant, ça, c'est mon objet dans l'espace direct. Ça, c'est son spectre de puissance. Je vais mettre des masques, des diaphragmes, pour faire de la synthèse de Fourier et reconstruire mon petit objet. Et évidemment, je ferai ça à partir des amplitudes complexes qui sont connues par l'ordinateur. Alors, on a mis... Je suis là, on ne voit pas très bien sur ce type de document, mais ici, on a mis des tout petits diaphragmes minuscules qui vont prendre cette réflexion-là, la partie centrale ici, et le logiciel s'appelle Digital Micrograph, c'est fait par Gatan. Le logiciel prend toujours l'origine, ce qui est énervant. On voudrait s'en passer de temps en temps, mais il prend toujours l'origine, mais sur des phases. Qu'est-ce que j'obtiens quand je fais la somme de ces contributions et que je remonte à l'objet? Eh ben, j'obtiens ça. Donc j'obtiens uniquement le tissu de son costume. C'est normal, parce que j'ai pris comme information que la période qui existait dans l'objet. J'ai complètement éliminé les contributions de forme et de détails sur l'individu. Donc, je reconstitue ici uniquement les franges de son costume. Maintenant, je prends un diaphragme un peu plus grand, mais qui ne va sélectionner que les extinctions autour sont toujours de l'origine de l'espace réciproque, qui ne va sélectionner que cette diffusion diffuse. La voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de contribution plus G moins G. Je fais ma synthèse de Fourier inverse, et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ça, mon petit bonhomme, évidemment, il est intégralement nu. Il n'y a plus de costume, puisque je n'ai pas récupéré la période des rayures de son costume. Donc, par contre, j'ai la forme du petit bonhomme,
toute cette diffusion diffuse traduisait la forme du petit bonhomme. Vous voyez, j'ai même ses cheveux. Hein. Bon. Maintenant, je prends un diaphragme circulaire qui va recruter un bon nombre de contributions dans l'espace de Fourier. Hein. J'ai été relativement loin, j'ai coupé, mais j'ai été relativement loin. Quand je fais la synthèse, je récupère mon petit bonhomme et je suis content. Même très content. Mais évidemment, j'ai pris beaucoup de contributions. Alors, je vais prendre moins de contributions ici, vous voyez. Je vais prendre, en fait, plus G, moins G et le transmis, et puis une certaine quantité de contributions de diffusion diffuse. Et bien voilà ce que j'obtiens. Ben, vous voyez, c'est pas si mal. Évidemment, on a perdu certains détails parce que on a limité la résolution, bien évidemment, avec la taille de diaphragme, mais on a quand même reconstitué l'essentiel. Donc si on ne somme pas sur un espace infini, c'est pas bien grave. On a les contributions principales qui sont quand même celles qui ont les petites distances par rapport à l'origine du réseau réciproque. Et puis on peut faire plein de trucs, hein. On peut faire plein de trucs. Alors c'est ça qui est intéressant. Là, je n'ai pas pris les contributions plus G moins G que j'avais prises ici avec des diaphragmes d'un peu plus grand diamètre. Donc j'ai pris un peu plus d'informations diffuses que dans cette image-là. Sinon, c'est au même endroit que j'ai mis mon masque. Ben, vous voyez que, évidemment, la périodicité me reconstitue le costume sans problème, mais j'ai quand même un petit peu d'informations sur la forme de mon bonhomme. On voit ses jambes, on distingue ses bras. Bon, maintenant, si les diaphragmes qui étaient là en G et moins G, je les mets en 2G et en moins 2G, eh bien je reconstitue encore de la même manière un petit peu la forme, mais cette fois-ci, et c'est normal, le costume a des rayures 2 fois plus serrées, puisque j'ai oublié les réflexions G et moins G, je suis passé à 2G et à moins 2G, évidemment, quand je double dans l'espace de Fourier, je divise par 2 dans l'espace direct. Bon, je ne dirai pas un mot grâce à toi. Mais c'est vraiment, c'est complètement bluffant ce truc-là. Hein. On prend les amplitudes de l'un, pour chaque pixel, on a les amplitudes et les phases de Karl et puis celles d'Oppmann. Et ben on mélange, on met les phases de l'un avec les amplitudes de l'autre, et ils changent de tronche. Donc la phase, c'est complètement essentiel. Alors ce qui serait intéressant, c'est que sur le même exemple, il y a une modification, disons, aléatoire des amplitudes, en conservant les bonnes phases, pour voir jusqu'où on va perdre l'information. Mais tout ça, ça vous montre à quel point, on peut bricoler pas mal ces informations, en conservant des choses qui ont malgré tout un sens. Bon, alors, tu l'as fait aussi, je ne vais pas le reprendre, hein. C'est le calcul du facteur de structure. Hein. Donc, ici, je somme sur tous les atomes. Hein. Puis là, je me dis, après tout, mes atomes, je peux les repérer par un vecteur qui va repérer par un triplet d'entier la maille élémentaire translatée, et puis les positions de ces atomes à l'intérieur de la maille élémentaire, qui sont décrites par un triplet de nombres non entiers inférieur à 1. Donc, on fait ça, on met en facteur ce qui vient d'une maille, et donc on a le facteur de structure, et ici on fait une somme sur le cristal. Hein? Bon, alors, le premier terme portant sur la maille élémentaire, c'est le fameux facteur de structure. Je dis que c'est le facteur de structure pour Q égale G de HKL, mais je n'ai pas encore le droit de dire ça, je ne sais pas. Quand je fais cette opération, je passe de l'espace direct à l'espace réciproque. Mais je parle d'espace, je ne parle pas de réseau. Hein? Donc, je ne devrais pas parler tout de suite du facteur de structure, attendre un petit peu. Hein? Donc, les fameuses extinctions dont on a parlé précédemment. Et puis, maintenant, le deuxième terme, le facteur de forme, où on somme sur toutes les mailles du cristal. Donc, la sommation revient à considérer le volume du cristal, sa forme. Alors, bon, là aussi, je ne vais pas le remontrer. Hein. Quand on est avec un cristal de grande taille, eh ben, on a des pics de Bragg au nœud du réseau réciproque, et à partir de là, mon facteur de structure, c'est normal que je l'appelle F de HKL. Hein. Par contre, quand on a un cristal fini, on a cet étalement qui est à mi-hauteur, vous voyez, inversement proportionnel à la dimension dans la direction considérée. C'est-à-dire plus le cristal est mince et plus le bâtonnet
est allongé, c'est ce qu'on rencontre en microscopie électronique. Bon. Donc, faisons attention à la taille de l'objet. Seulement, les X et les neutrons, on a dit que l'interaction était faible. L'interaction est faible, donc si on veut avoir un signal effectivement que l'on puisse traiter sans trop d'erreur, il faut prendre beaucoup de matière, enfin suffisamment de matière. Donc, aux X et aux neutrons, les objets sont de grande taille. Et sont de grande taille, encore une fois, par rapport à la distance pertinente, qui est la distance interatomique. Donc, ce sont des cristaux infinis. Alors, à partir de là, il n'y a diffraction que strictement en conditions de Bragg. La petite chose qui vous a été dite aussi, que je répète, c'est que si on fait un spectre de poudre, les grains individuels, ils ont une taille finie, donc il y aura un certain élargissement. La masse est infinie, mais chaque contribution individuelle est de taille finie. Par contre, les électrons, c'est une interaction forte. Les objets sont de très faible épaisseur. C'est bien de travailler avec une centaine d'angstroms d'épaisseur. Un millier, ça commence à être un petit peu risqué. Eh bien, donc, objet de faible épaisseur, on a des bâtonnets qui se développent dans le sens de la faible épaisseur. Et ça a une conséquence absolument fondamentale, qui est un adoucissement des conditions de Bragg. Adoucissement des conditions de Bragg, c'est-à-dire que votre sphère, qui est toute plate, je n'ai pas pris les slides là-dessus, parce que ce n'est pas le propos des électrons, mais votre sphère d'éval qui est toute plate, qui avait, bien qu'elle soit plate, pas plus de chances d'intercepter pile un nœud du réseau réciproque. Maintenant, comme chaque nœud est affublé d'un domaine de diffraction qui est un bâtonnet, il y a diffraction quand la sphère d'éval intercepte un domaine de diffraction. Ce qui fait qu'aux électrons, contrairement aux X, mettez un échantillon n'importe comment sous le faisceau et vous avez tout de suite une foultitude de faisceaux diffractés. C'est difficile de se mettre en condition bifaisceau avec un seul faisceau diffracté, et pourtant beaucoup de règles de contraste ont été basées sur cette approche. On a en général plein de faisceaux diffractés. Alors c'est plus compliqué, et la théorie cinématique disait un seul faisceau diffracté de faible intensité par rapport au transmis. Là on a plein de faisceaux diffractés d'intensité comparable. Ils sont tous couplés, c'est-à-dire qu'un électron va voyager dans la direction incidente, puis dans la transmise, diffracté dans G1, puis dans G2. Bref, tout est mélangé, et on ne s'en tire que si on traite le problème de l'interaction électron-matière, électron du faisceau avec la matière. C'est de la mécanique quantique, c'est pas spécialement compliqué, mais ça fait des calculs. Voilà. Pour le formalisme, c'est complètement bonnard d'utiliser les distributions de Dirac. Ça marche bien. Produit de convolution, distribution de Dirac, c'est très sympa. Une distribution de Dirac, delta de x moins a, ça vaut 0 pour x différent de a, ça vaut l'infini pour x égale a. Donc delta de x vaut l'infini pour x égale 0, il est nul partout ailleurs. Alors voilà comment on définit la distribution de Dirac. Si je fais donc la somme de dx, f de x, delta de x, ça me donne la valeur de la fonction en f de 0. Si maintenant j'avais mis ici delta de x moins a, ce serait la valeur de la fonction en f de a. Donc vous voyez, étant donné qu'un réseau, c'est un ensemble de points qui sont équidistants sur une rangée, eh bien je peux écrire mon réseau comme étant une somme de puis moins l'infini jusqu'à plus l'infini, de delta de x moins na, où a, c'est le paramètre de réseau. Parce que cette somme de contributions de Dirac me donneront des pics du Dirac qu'au nœud du réseau réciproque. Donc c'est très très pratique, et c'est très pratique pour une bonne raison, c'est que, alors définissons le produit de convolution de deux fonctions, vous voyez, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de d grand x, f de grand x, g de petit x moins grand x, c'est donc une fonction de x qui survit. Si je fais la convolution d'une fonction par un Dirac, c'est la valeur de la fonction pour x, ici c'est la valeur de la fonction pour x moins a, enfin c'est f de x moins a, et ce qui est très important, c'est que la transformée de Fourier d'un produit de convolution, c'est le produit direct des transformées de Fourier de mes fonctions. Donc à partir de là, on va pouvoir en deux lignes écrire qu'une translation dans l'espace direct
C'est un déphasage dans l'espace de Fourier. Parce qu'une translation, c'est l'action d'un Dirac, delta de x moins a, et quand on fait le Fourier, on a une exponentielle qui apparaît. Donc, un cristal, c'est un motif qui se répète au nœud d'un réseau. Le motif, je l'appelle f de x. Le réseau, c'est ma somme de Dirac. Et bien, un cristal, c'est tout simplement le produit de convolution du motif par le réseau. Et en diffraction, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a en diffraction, amplitude diffractée, c'est le produit des transformés de Fourier du motif par le réseau. Bon, vous voyez que là, on est en train de redécouvrir la contribution cristal et la contribution maille, c'est-à-dire le facteur de structure. Alors ça marche bien ce truc-là, c'est pas rien que pour vous embêter, un peu, je reconnais, mais c'est quand même pas rien que pour vous embêter, parce que regardez, ici, voilà un cristal périodique. Hein, un cristal périodique, et voilà son spectre de puissance, son diagramme de diffraction. Donc ça, c'est le code de calcul, il a fait le calcul, il a calculé sur cet objet numérique, et il a fait le spectre de puissance. Et après, moi je lui ai dit, on va faire autrement. Voilà le motif que j'ai choisi, voilà le réseau. Mon cristal, c'est le produit de convolution du motif par le réseau. Alors, dans ces conditions-là, le spectre de puissance de mon cristal, ce sera le produit direct, je suis passé de la convolution à un produit direct, de la transformée de Fourier du motif et de la transformée de Fourier du réseau. C'est ce que je fais ici. Voilà la transformée de Fourier du motif, ça donne ça. Transformée de Fourier du réseau, c'est le réseau réciproque, ça donne ça. Et le produit des deux, ça donne ça. Entre nous, ça ressemble quand même tout à fait bien à ce qu'on avait vu précédemment. Donc ce truc-là, ça marche. C'est bien de mettre le truc en facteur, parce que c'est plus simple à calculer. Il y a plein de manières de raconter la théorie cinématique. Il y en a une que j'aime beaucoup parce qu'elle est extraordinairement simple dans le principe. L'interaction cinématique, elle est faible. J'ai donc un échantillon qui reçoit une onde plane incidente, K0, je regarde dans une direction K, c'est une interaction faible. Dans ces conditions-là, je vais appliquer la théorie des perturbations. Et je vais l'appliquer au premier ordre. Donc, ce que j'observerai dans la direction K pour un faisceau incident dans la direction K0, c'est tout simplement l'élément de matrice du potentiel perturbateur, c'est le cristal, entre K et K0. Bon, ce sont deux ondes planes, ça c'est une somme D3R F de R, exponentielle de pi. Ça y est, c'est terminé. On a tout démontré, Bragg et compagnie, et en plus, on a fait de l'énergie, là, puisqu'on a fait une perturbation. Eh bien, ceci, c'est la transformée de Fourier de la fonction. Si le cristal est périodique, la fonction, évidemment, n'admet de composante de Fourier qu'au nœud du réseau réciproque. Donc, la condition, il y a diffraction quand K0 moins K égale un vecteur du réciproque, elle tombe immédiatement. Simplement, je suis, malgré tout, un peu un escroc vis-à-vis de vous, parce que je ne parle pas trop. Je parle beaucoup des transformés de Fourier, mais implicitement, on somme de moins l'infini à plus l'infini quand on fait une PF. Or, là, on travaille avec des cristaux de taille finie. Alors, je m'en suis tiré pour les X et pour les neutrons, mais d'une façon générale, regardons ce qui se passe quand le cristal est de taille finie et qu'on veut en tenir compte. On a fait le calcul, tous les deux, vous l'avez vu. Maintenant, je vais reprendre ce même formalisme. Vous allez voir comme c'est simple. Moi, j'aime bien faire une somme de moins l'infini à plus l'infini. Hein. Déjà tout petit, c'était comme ça. J'aime bien ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Mon cristal de taille finie, je dis qu'il est égal à un cristal de taille infinie. Donc, je le prolonge. Mais attention, multiplié par un masque qui est opaque pour toute la partie extérieure au cristal et qui vaut 1 pour toute la partie intérieure au cristal. Mon masque va jusqu'à l'infini. Bon, c'est la même chose que mon cristal fini. Donc j'ai ici un objet infini, ici un objet infini, un produit simple, crac, dans l'espace de Fourier, la transformée de Fourier du cristal fini sera le produit de convolution de la transformée de Fourier du cristal infini. Alors le cristal infini, il a un réseau direct, il a un réseau réciproque. Hein? Donc voilà la contribution du cristal infini convoluée par la transformée de Fourier de ce masque, c'est-à-dire de la forme de l'échantillon. Hein? Donc, par exemple, si j'ai un cristal
cubique à 2 dimensions, il n'y a qu'une face carrée, on va avoir un petit machin comme ça, comme un carreau. Hein. Eh bien, dire qu'on fait la convolution du réseau réciproque par ceci revient à dire qu'on va le reporter en chacun des nœuds. Donc, voilà, vous voyez, c'est la même chose hein, que précédemment, mais les perturbations, ça correspond bien aux conditions d'interaction faible. Donc, les résultats pour la diffraction cinématique, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Hein. Donc, résoudre une structure par diffraction des rayons X, et là je parle sous le contrôle des gens qui font ça, c'est obtenir une image de la densité électronique, c'est ça. On est content si on l'obtient. Hein. Donc, bah oui, mais malheureusement, on ne travaille pas sur des amplitudes, mais sur des phases, d'où toutes les méthodes qui ont été évoquées précédemment, et notamment les méthodes directes qui permettent de reconstruire la phase, et donc je ne parlerai pas, étant totalement incompétent dans ce domaine. Alors, je vais accélérer parce que je pense maintenant que la fin vous gagne. Ah non, c'est le pot, c'est encore un coup. Bon, c'est pas la peine de refaire les extinctions de réseau, hein, franchement. Donc, vous les avez ici pour des cubiques simples, centrés et face centrée. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les extinctions de réseau sont toujours vraies. Qu'on soit cinématique aux neutrons ou aux X, ou dynamique aux électrons, les actions de réseau, elles sont toujours valables. Élément à glissement, hein, un axe binaire hélicoïdal, bon, bah, là non plus, je ne vais pas le refaire, hein, mais n'oubliez pas, c'est ce qu'a dit Mohamed, il faut pouvoir factoriser à un moment donné. Et pour factoriser, bah, on quitte un HKL général pour le HKL qui permet de factoriser et qui nous montre bien à la fin du compte ici que pour un binaire hélicoïdal selon l'axe C, on s'intéresse à la rangée 0, 0, L, L étant nécessairement un nombre pair. Donc ça c'est le même baratin, même chose faite pour un axe hélicoïdal 4,1. Donc un axe hélicoïdal 4,1, ça veut dire que il y a une translation parallèle à l'axe selon la direction C qui est de 1 fois C sur 4. D'accord? Donc on va faire le 4 C sur 4, le 4 C sur 4, le 4 C sur 4, le 4 C sur 4. Et ce sont toutes les positions équivalentes à la position de départ X, Y, Z et qui interviendront tout le temps. Il y aura toujours ces 4 positions qui interviendront. Donc il faut voir pour quelle réflexion elles conduisent à une intensité nulle. Bon. Ben, il faut 4N 0, 0 ici. Je passe. Miroir à glissement, vous me permettez de passer aussi. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Je vais mettre de toute façon ce fichier sur l'ordinateur. Hein. Donc si vous êtes intéressé par les trucs, vous aurez plus de temps pour les voir après. Alors, c'est quand même assez étonnant, hein, la diffraction. Ça laisse, même quand on a un petit peu de bouteille, ça laisse toujours un peu rêver parce que je me suis amusé à faire un beau cristal à 2 dimensions que ne renierait pas Abdelmalek, puisque c'était un groupe PG. Hein. Alors donc vous voyez, vous avez ici des miroirs G. Hein. J'ai un atome ici, clac, qui vient là et je le translate de B sur 2. Donc voilà ma maille. Et puis je me suis amusé à déplacer tous ces atomes, celui-ci et celui-là. Ils ne sont plus maintenant déduits de celui-ci par B sur 2. Ils sont un peu plus loin. Résultat de miroir, ben, il n'existe plus. Hein. Il n'y a plus ce miroir et on tombe sur un cristal P1. Mais il n'y a pas une différence absolument monstrueuse entre les deux individus. Alors regardez ce qui se passe quand on agrandit un petit peu ce modèle et qu'on passe sur un programme de transformée de Fourier. Si j'ai le cristal PG, eh bien vous voyez que sur la rangée ici, qui est celle qui conduira à une extinction, les tâches impaires sont absentes. 0,1 est absent, 0,3 est absent. Par contre, si j'ai juste déplacé de 2 pixels une rangée sur 2 d'atomes et que j'ai perdu le miroir à glissement, eh bien sur cette rangée, vous voyez, sont apparues des réflexions 0,1 et 0,3. Donc c'est extraordinairement sensible ce truc-là. Hein. La loi de Friedel, tu en as parlé aussi. Alors la structure diamant, bon, bah, on met toujours la structure diamant à la fin. Hein.
FD3M, c'est le groupe où il y a le plus de glissement, je pense. Ah, faut mettre des crampons quand on travaille là-dedans. Donc, le silicium, et pourtant c'est très simple, hein. C'est une maille cubique face centrée avec un atome en 0,0,0 et puis les 3 faces centrées, et un atome en 1 quart, 1 quart, 1 quart, et les déduits par le face central. Donc c'est vraiment très très simple. Et pourtant ça conduit à cette horreur, d'autant plus que c'est simplement un cadran de la maille vue d'avion. Alors vous voyez, c'est pas très réjouissant. Bon, alors on a des extinctions qui sont indiquées ici. Bah, ça c'est tout simplement les extinctions du phase centrage. Hein? H plus K, K plus L, H plus L sont des nombres pairs. Ok? Simplement, ces extinctions, elles sont toujours valables pour un cristal du groupe FD3M, mais les atomes, là, sont supposés être en position générale, X, Y, Z, quelconque. Mais surtout pas en position particulière. Parce que si on est en position particulière, on va peut-être rendre plus strictes les conditions d'extinction. Et c'est ce qui se passe effectivement pour le silicium. Hein. On est dans des positions de Wyckoff, voyez-vous, qui sont maintenant la 8B par exemple, et il y a une condition supplémentaire d'extinction qui s'ajoute à la condition générale. Donc, le phase centrage, on l'a toujours, mais on a un truc en plus ici, dû au fait qu'on est dans une situation particulière. Alors, bon, ben c'est pas compliqué, hein. J'ai un atome en 0, 0, 0, 0, 1 demi, 1 demi, 0, 1 demi, 0, 1 demi, 0, 1 demi, 1 demi, 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart plus 1 demi, 1 quart plus 1 demi, 1 quart, etc. Donc, en faisant à chaque fois le produit scalaire, j'obtiens ceci. Hein. Je peux mettre en facteur ces termes-là, et je m'aperçois que ce sont les conditions du phase centrage, donc j'en suis bien content. Et puis j'ai un truc supplémentaire ici qui apparaît, hein, et qui est lié au fait que j'ai un atome en 1 quart, 1 quart, 1 quart, et ses petits frères. Bon, et bien quand on regarde là-dessus, si H est pair, nécessairement il faut que H plus K plus L soit égal à 4N. Par contre, si H est impair, la tâche existe. Donc vous voyez, on a les extinctions du phase centrage, on a en plus cette condition. Alors par exemple, la réflexion 2, 0, 0 qui est permise en cubique face centrée n'est plus permise, parce que 2 c'est pas un multiple de 4. Hein. Donc voilà comment ça fonctionne. Là c'est le fameux miroir à glissement, le miroir D. Voilà simulé sur le JEMS, le programme qui est plutôt un programme pour les microscopistes, le programme de Pierre Stadelman. Voilà un spectre théorique, spectre de poudre simulé aux X. Alors, il est juste écrit ici pour qu'on voit les pics qui sont permis et qui respectent bien le phase centrage plus la condition supplémentaire. Et puis voilà des diagrammes de diffraction électronique où c'est la même chose. On a donc la réflexion 0,2,0 qui est absente. Hein. On passe directement à la 0,4,0. Et bien, ce qui est terrible, c'est que aux électrons, si les conditions de Bravais, les extinctions de Bravais sont toujours vraies, les extinctions liées à une opération irréductible, miroir à glissement, axe hélicoïdal, sont vraies sous certaines conditions, mais l'extinction peut ne pas s'observer dans d'autres conditions. Alors vous voyez, par exemple, ici, c'est l'orientation 0,01. En électrons, c'est quand même, franchement, pourquoi faire des X quand on peut faire des électrons? Parce que les diagrammes de diffraction, ce sont des coups de plane de l'espace réciproque. Donc, vous voyez, quand vous avez un cubique avec une orientation 0,01, ce sont des petits carrés que vous avez. Ça s'indexe quand même beaucoup plus facilement que les X. Alors voilà une autre orientation, 1,00, et là, je suis surpris parce que je m'aperçois que 0,20, qui était interdite dans l'orientation 0,01, est maintenant présente. Et bien c'est tout simplement que un électron ne peut pas aller directement du faisceau incident dans la direction 0,20. Mais il peut très bien
diffracter d'abord dans la direction 1,1-1 qui est permise, puis dans la direction -1,1,1 qui est permise, et ça le fera aboutir dans la direction qui était en principe interdite. Donc aux électrons, il faut être prudent. Mais néanmoins, il existe des conditions générales d'extinction que l'on peut écrire et qui sont, et c'est leur intérêt, valables quel que soit le type de rayonnement. Parce que c'est toujours très irritant quand on a un problème, quand on a un problème en physique qui est lié à l'existence d'une certaine symétrie, c'est pas normal de faire un calcul. Et écrire qu'un facteur de structure est nul, c'est faire un calcul. Alors avec Denis Gracias, on a écrit des conditions générales d'extinction pour tous les rayonnements qui sont pas si compliqués que ça. Il faut faire intervenir malgré tout le renversement du temps. Le renversement du temps, c'est échanger source et compteur. Hein. Et on a trois conditions. Les deux premières, quand on les examine de près, c'est l'extinction du facteur de structure. Bon. Et la troisième, elle est toujours vérifiée quand on est en diffraction de Bragg. Donc pour les X, effectivement, elle n'est pas nécessaire. Par contre, pour les électrons, elle nous localise les orientations qui, effectivement, constituent des écarts à ces facteurs de structure nuls. Voilà. Bah, je vous remercie de votre attention. Merci Rich. Alors si vous permettez, on va passer à la pause café rapidement. Pas plus de 10 minutes pour qu'on revienne écouter M. Ali Chérif, la dernière conférence.